sous le plus grand chapiteau du monde, ou presque, à Laval, pour écouter donc Denis Michelis nous parler d'Amour fou, paru chez Notabilia, et Sophie Divry nous parler, elle, d'une fantastique histoire d'amour, parue également au Seuil. Donc vous l'aurez compris, All You Need Is Love, l'amour sera la bannière et l'étendard sous lequel nous placerons cette conversation. Alors peut-être avant de laisser la parole aux principaux intéressés, quelques mots sur les livres de l'une et de l'autre. Donc Sophie Divry, cette fantastique histoire d'amour est, comme son titre l'indique, une histoire donc à base de personnages. Je ne m'avance pas trop jusque-là. On retrouve donc un inspecteur du travail, Bastien, Maya, une jeune femme, journaliste scientifique, qui a, entre autres traits caractéristiques, celui de tout égarer, une manie de disparitionnite. On retrouve un personnage assez extraordinaire de scientifique excentrique, une certaine Victoire Hussard, un nain malfaisant, une capitaliste sans scrupules, et au milieu de tout ça, scintillant comme une espèce de joyau noir, une machine énorme, une compacteuse tapissée de bouts de cristaux, des bouts de pas n'importe quel cristal, un cristal scintillateur venant lui-même du CNRS. Donc vous l'aurez compris, on est face véritablement à une histoire, c'est-à-dire à une intrigue qui mêle le policier, le thriller, l'histoire d'amour. Je dois en oublier encore, oui, l'ornithologie aussi, des considérations scientifiques, en particulier sur les cristaux scintillateurs, qui se déroule entre Lyon, la Provence et la Suisse. Une multitude de choses qui vont toutes s'agréger autour, j'allais dire, d'une obsession, d'un noyau central, ou plus exactement d'un mouvement central. C'est un mouvement d'attraction, de répulsion, un mouvement de contact et de séparation, puisque la grande affaire de tous ces personnages, la grande affaire de toute l'histoire, ça va être de réunir, de faire entrer en contact les peaux dans la relation amoureuse, rentrer en contact avec cette étrange machine, la compacteuse, qui attire tant Bastien, l'inspecteur du travail, faire aussi se croiser les trajectoires de ces personnages. Et donc voilà, dit très très rapidement, Gombrowicz fait des cours de philosophie en 6 heures. J'essaie de faire un résumé d'un livre difficilement résumable, comme tous les bons livres, en quelques minutes. Et Denis Michelis, donc Amour fou. Alors tu as emprunté ton titre peut-être à ce qui est le plus beau livre du XXe siècle. Alors peut-être pour faire le plus beau livre du XXIe siècle, tu vas peut-être piquer ton titre, peut-être inconsciemment, à André Breton. Et donc Amour fou, comme le titre l'indique, là encore, entre l'amour et la folie. Au centre du livre, Barnabé qui n'est pas tout seul, mais qui a une voix qui lui parle, une voix qu'un psychopathologue ou un psy qualifierait de voix d'érotomane peut-être. Ce Barnabé, donc jardinier, se retrouve échoué dans la grande maison manoir de ses parents, un père psy, une mère aux petits soins, aux tout petits soins pour lui, et tout autour gravite une constellation de personnages, entre d'une part un flic adepte du fitness et de romans extrêmement trash, de romans noirs, pulp et trash, un journaliste, l'équipière du flic, une jeune femme interrogée par des flics, et puis un meurtre qu'on va essayer de résoudre, qui va faire entrer en ligne de compte tous ces personnages. Là encore, pour agréger un petit peu tout ce matériau extrêmement varié, il y a à la fois ton style, ce mélange que tes lecteurs retrouveront, où on a d'une part l'ironie, l'attention aux détails, la façon dont on met en question la légitimité de certains discours, le discours de la psychanalyse par exemple, une dimension très théâtrale aussi sur laquelle on reviendra. Et au centre de tout ça, là encore, un mouvement un peu comparable à celui qu'on trouve dans le livre de Sophie Divry, savoir la plus ou moins grande attention, la plus ou moins grande distance qu'on peut avoir envers la réalité, de Barnabé qui entend une voix, lui parler, ça va jusqu'à des hallucinations d'ailleurs à un moment, à Célia
Célia qui est obsédée, qui scrute la réalité, qui scrute la moindre de ses réactions et des gens avec qui elle parle, en passant par une voisine portant des lunettes à quadruple ou quintuple foyer, qui regarde et ne cesse pas de regarder. Donc obsession du regard, obsession de la vue aussi. Alors si j'ai parlé de cette façon, de cette attirance, de cette proximité que les deux livres essaient d'explorer, c'est pas pour rien, vous aurez compris, on revient à la notion d'amour, et une notion d'amour qui, vous l'aurez également compris avec ces brefs, infidèles et succincts résumés, une notion d'amour qui est plurielle, qui est multiple, et qui est d'autant plus plurielle et multiple qu'elle agrège énormément de choses. Autour de ce noyau amoureux, on va retrouver pêle-mêle des références à des thèmes d'actualité, toute une dimension scientifique dans votre livre, Sophie d'Ivry. On va retrouver une réflexion sur le langage. Bref, beaucoup de choses qu'on va essayer d'aborder, peut-être pas d'épuiser en une petite heure. Alors peut-être j'aimerais commencer, cette fois je vais vous laisser parler maintenant. J'aimerais commencer par une première question. Je vais commencer par Denis. Oui, premier visé par le peloton. Donc, je vais commencer par te demander très précisément, si je retrouve mes questions. Oui, voilà, donc tu as choisi, un peu comme Sophie d'Ivry, mais avec des modalités différentes, un livre, je vais dire, dont les points de vue sont éclatés, dont le point de vue est éclaté. On passe d'un personnage à un autre sans cesse. Barnabé, Thomas, Célia, et puis même vers la fin des personnages qu'on a moins entendus, comme le père par exemple, Randolph. Et je me demandais pourquoi ce choix précisément, qui ressemble parfois à un choix théâtral. Alors est-ce que c'était une façon peut-être de démultiplier la voix qui parle à Barnabé, d'introduire une espèce de folie dans la structure du livre en faisant dialoguer des voix comme ça? Est-ce que ça répondait à d'autres d'autres désirs, d'autres intentions? Alors il y a plusieurs... d'abord bonsoir, tout le monde nous entend? Ça va? Bon, très bien, je vois que tout au fond vous m'entendez. Il y a plusieurs raisons à ce choix. D'abord, il y a la raison du genre littéraire qui était, je voulais me couler quand même dans un genre policier, dans un polar. Et c'est vrai que le roman choral correspond assez bien parce qu'il y a une enquête et il y a plusieurs suspects. Donc la multiplication des suspects, la multiplication des voix allait de soi, même si au départ j'étais partie plutôt sur un thriller assez classique où ce Barnabé dont tu parlais est donc un érotomane, il a cette illusion délirante d'être aimé, donc c'est une maladie, c'est une psychose dont il souffre. Il pense que quand quelqu'un lui parle dans la rue, cette personne tombe éperdument amoureuse de lui. Et donc il va commencer par la suivre, c'est un stalker. Donc ça c'est une figure clé du thriller, c'est celui qui vous épie, qui vous suit, qui vous regarde, on en vient au regard. Et donc au départ, le livre commençait comme ça. Barnabé a été accusé de meurtre, il a été miraculeusement blanchi, faute de preuves, et il rentre dans sa petite ville côtière, il rentre chez ses parents, et advient un deuxième meurtre. Donc est-ce que c'est lui le coupable ou est-ce que c'est pas lui? Ça c'est un dispositif très classique dans le thriller. Donc j'ai commencé à écrire le livre de cette manière, et puis comme j'avais envie d'explorer d'autres personnages secondaires, parce que j'aime beaucoup les personnages secondaires dans les romans, j'ai développé une galerie de personnages et je me suis dit, au fond, peut-être que l'un d'entre eux est suspect. C'est peut-être pas Barnabé. Donc le roman choral s'est d'abord imposé de cette manière. Et voilà, ça c'est une des premières raisons. Et la seconde, c'est que, ou la deuxième, je ne sais pas si on a une troisième, on verra. Et la deuxième, c'est parce que j'ai énormément d'histoires qui me traversent dans la tête. J'ai beaucoup de voix, j'entends beaucoup de voix. Je suis un vrai psychopathe littéraire. J'entends, tu le sais, en plus elle le sait. Non, on se connaît très bien, on est amis, hein, donc elle sait que j'entends des voix, mon chat parle, etc., etc. Mais c'est vrai que je suis traversée de plein d'histoires, de récits. J'ai toujours 10 histoires à la minute. Et là, le roman choral, c'était une manière aussi d'exprimer cette multitude de récits, d'histoires, de petites,
d'histoires qui me fondent en tant qu'auteur. Et c'est vrai que pendant longtemps, quand j'ai écrit mes premiers romans, c'était des romans plutôt courts, plutôt resserrés sur une intrigue. Mais j'avais toujours des intrigues parallèles qui me venaient à la tête. Et là, j'ai pu enfin assouvir ce fantasme de multiplier les intrigues un peu à l'infini. J'ai une question à te poser du coup. Sur ce dispositif-là, donc il y a plein de personnages qui parlent. On Célia pas mal au début, après il y en a d'autres qui arrivent plus tard. Mais moi, ce que j'ai trouvé très, très original, ton chat est rentré dans ma gorge, et dans le chat parle. Pourquoi en fait, par contre, ce qui est original dans le livre de Denis, c'est que les personnages parlent tour à tour, mais de manière très courte. Une page, des fois une page et demie. Et du coup, du coup, il faut un peu calibrer la focale, mais moi, ça m'a pas semblé compliqué. Et par contre, au niveau addictif, ça va très vite parce que on se dit on lit le personnage, puis on arrive au deuxième rapidement, donc on commence, ça va quoi. Puis on se dit je vais m'arrêter. Puis en fait, on peut passer rapidement au point de vue d'à côté qui fait avancer l'intrigue ou encore la complexifie. Et moi, j'avais pas lu ça ailleurs. En général, on a ça un personnage, enfin, un peu comme j'ai fait moi. Il parle tout un chapitre, puis après on passe à un autre personnage pendant une dizaine de pages. Alors que là, ça va tellement vite que c'est peut-être plaisant aussi. Je trouvais ça plaisant parce qu'on est habitué à quelque chose de rapide de plus en plus. Mais je trouve ça aussi très original en fait, et ça fonctionne hyper bien. Enfin, moi, je n'ai pas lu ça ailleurs. Je sais pas si où t'as piqué cette idée ou c'est une idée géniale que tu as eue tout seul. Nulle part, c'est mon idée. J'ai réinventé le genre. Bravo. Voilà. Non, pas du tout. J'ai lu très peu de romans chorales. J'en avais lu un chez Bûcher-Chastel, Corot. Un chez Bûcher-Chastel qui est un roman qui m'a vraiment marqué ces dernières années, qui s'appelle Comme des bêtes, de Violaine Béraud. Et là, c'est un roman choral, mais très très court. Il y a une dizaine de personnages, mais qui n'interviennent qu'une fois. Et j'avais très envie de me couler dans cette dramaturgie-là. Mais comme je le disais, comme je suis très prolifique, et que j'ai beaucoup trop d'histoires, ça me correspondait pas tellement, en fait, cette forme courte. Et puis j'aime la rapidité, j'aime la vélocité dans le style, et j'aime que ça aille vite et que ça passe d'un personnage à un autre. Et puis pour finir, je suis comme beaucoup de lecteurs ou d'écrivains, j'aime beaucoup les séries. Donc c'était une manière un peu de créer une mini-série dans un roman qui ne serait pas trop long. Merci. Ce qui est formidable avec ces rencontres, c'est que les auteurs font le boulot de l'animateur. Mais je vais quand même reprendre très rapidement mes prérogatives, après je vous relaisse la place, et vous poser une question, Sophie Dizery. Outre incarner merveilleusement les voix intérieures de Denis Michelis, vous-même, vous avez mis en place un dispositif à plusieurs voix, alors essentiellement 2, avec quelques entorses plutôt vers la fin. Et alors moi, je me posais tout simplement une question. Il y a des moments où il y a un moment où résonne une alarme dans une usine, j'en dis pas plus, et c'est vu d'un point de vue, et ensuite sera vu exactement de l'autre, comme si on allait de l'autre côté vraiment du miroir. Et je me demandais un petit peu à quel, voilà un peu la même question que Denis, à quel motif répondait ce choix. Alors est-ce que c'était une façon de rendre justice à l'esprit du roman qui va embrasser tous les côtés, toutes les facettes d'un événement? Est-ce que c'était une façon de montrer un peu le relativisme de vos perceptions? Enfin, qu'est-ce qu'il y avait derrière ce choix? Oui, surtout qu'à la base, moi, j'aime pas trop les romans choraux. Mais bon, après, moi, j'avais envie d'écrire une histoire d'amour et puis d'écrire une histoire. Enfin, un roman. Je vais tout dire 2 fois comme ça. Et du coup, je voulais que soit installé. Déjà, quand j'appelle un bouquin fantastique histoire d'amour, c'est un peu survendeur, mais ça fait un peu. C'est pas pareil quand j'aurais pu l'appeler le cristal bleu. Voilà. Mais j'ai mis histoire d'amour dans le titre. Je commence avec un chapitre, un homme. Après, le chapitre suivant, c'est une femme. Dans nos sociétés, ça va, on a compris quoi. On sait surtout qu'au début, ils sont dans le même jardin public. On pense qu'ils vont se rencontrer et que c'est ça, l'histoire d'amour est entre les deux. Donc ça met une tension, ça met une tension narrative, tout simplement, d'alterner le point de vue de l'homme et le point de vue de la femme, de faire comprendre au lecteur que c'est bien eux qui vont se rencontrer, et c'est bien ça que vous allez vivre, avec toute la question de écrire une histoire d'amour aujourd'hui en mettant des obstacles, mais des obstacles pas trop bêtes. Pas le style, j'ai pas eu ton texto, du coup je me suicide, enfin des choses un peu plus élaborées. Du coup,
ça permettait d'installer ça au niveau émotionnel. Voilà. Bah, en tout cas, sur moi, ça marche, c'est très bête, mais même des mauvais bouquins qu'on va trouver dans des boîtes à livres, si c'est la question, c'est est-ce que machin va coucher avec machine? Moi, je peux lire 200 pages très mal écrites, rien que pour savoir si machin va coucher avec machine au bout de 200 pages. Bon, c'est peut-être un peu bête. Donc ça, Et puis après, c'est une idée que je pense qu'il m'est resté de 2 bouquins que j'aime beaucoup, qui m'ont servi pour écrire ce livre, enfin, qui servent un peu comme des racines, des bouquins comme ça qu'on a lus, qui font partie de notre inconscient littéraire et qui sont activés selon tel ou tel manuscrit qu'on écrit. Et là, je pense au Mandarin de Simone de Beauvoir, donc qui alterne un personnage masculin, Henri, et je crois qu'elle s'appelle Anne, en jeu, un personnage féminin, dans l'après-guerre à la Libération à Paris. C'est un super bouquin. Et aussi, j'étais dans une grande période Murakami, notamment un Q84, où pareil, ça alterne, là, en 2 focalisations internes, mais écrit à la 3e personne, un homme et une femme. Voilà. Et donc, le dispositif. Puis après, on fait des dispositifs, on essaye des choses quand on écrit. Et à un moment donné, ça fonctionne, du coup, on continue. Voilà. Alors, des fois, voilà, c'est pas hyper pensé forcément, c'est aussi écrire pendant longtemps un roman qui doit s'étaler dans la durée, qui avait une ambition un peu ample. Il faut trouver la bonne convention de lecture pour vous et la bonne maison d'écriture pour moi, quoi. Et une fois que c'est installé, qu'on a les murs, on sent que voilà, c'est ce rythme-là. Alors ce rythme-là, il faut y faire entrer, et l'histoire d'amour y entre naturellement. Vont-ils ou ne vont-ils pas coucher, s'effleurer, tout ce qu'on voudra, mais il entre autre chose dans ce rythme. Je parlais très rapidement tout à l'heure en présentant le livre de la dimension scientifique. Tu as évoqué le cristal bleu. Alors là, peut-être 2 questions, ou la même question en 2 temps. La première, c'est, peux-tu dire rapidement quelques mots de ce cristal bleu scintillateur, très rapidement? Et deuxièmement, répondre à ce qui pour moi est une question, une perplexité quand j'essaie d'imaginer le travail de l'écrivain, c'est comment intégrer dans la puissance de suspense d'une narration telle que tu l'as décrite, comment intégrer des fragments qui sont des éléments qui relèvent quand même du CNRS, de la science. Est-ce que tu t'es pas posé la question d'une hétérogénéité de ces éléments? Alors, pour reprendre ce que disait Denis, c'est toujours très intéressant ce que tu dis, Denis, et en effet, la question des personnages secondaires. C'est un peu un roman, je vais répondre à la question, mais si jamais j'oublie, tu me rediras. J'ai commencé le bouquin pendant les années Covid, là, en 2021, couvre-feu et tout. Donc j'ai mis un peu dedans tout ce qu'on ne pouvait pas faire à l'époque, c'est-à-dire des fêtes, se toucher tout le temps, boire des coups, aller voir des amis, parler des heures. Mais donc j'ai fait aussi toute une galerie de personnages secondaires, et c'était assez rare chez moi parce que je sortais de 2 bouquins où l'un c'était un personnage tout seul dans le Lot après la fin du monde. Déjà dans le Lot, sans la fin du monde, il n'y a pas grand monde. Donc... Et le deuxième c'était un robot, et même pas un être humain, tout seul sur Mars. Voilà. Donc j'avais un peu marre, j'avais fait le tour de voir des personnages solitaires, et je voulais aussi essayer, ce que j'avais pas trop fait dans mon travail de romancière, des galeries de personnages secondaires. Et parmi elles, il y a donc la tante de Maya, donc les 2 personnages, c'est Bastien, l'inspecteur du travail, et Maya, la journaliste scientifique. Et elle a une tante qui s'appelle Victoire Hussard, donc un caractère un peu trempé, qui travaille non pas au CNRS, au CERN à Genève. Et en fait, je voulais faire un bouquin fantastique, d'où le titre. Mais je me suis aperçue qu'en commençant avec une base sociale assez forte, parce que moi, je ne peux pas inventer les personnages si je ne sais pas... tu vas me dire que je suis obsédée par ça, mais combien ils gagnent, quel métier ils font, où est-ce qu'ils vivent, est-ce qu'ils payent facilement leurs factures ou pas, c'est pas des personnages qui flottent. Une fois que j'avais installé quelque chose de très socialement situé à Lyon, c'était difficile de partir dans le fantastique avec la compacteuse qui a toujours été là au début, qui mène au royaume des morts. Enfin, j'ai essayé parce que d'ailleurs, c'est une conversation qu'on avait eue tous les deux, le genre fantastique, moi je trouve ça fascinant. Mais je crois qu'en roman, c'est difficile. Enfin, donc en fait, ça ne marchait pas, le fantastique, donc je suis passée plus sur quelque chose de scientifique. Il y avait quelque chose d'étrange, il laisse passer quelque chose d'étrange, mais je ne pouvais pas le justifier de manière irréaliste, en fait. Du coup, je suis passée sur quelque chose de plus scientifique, et donc je suis tombée sur ce cristal bleu en travaillant sur le CERN, l'accélérateur de particules. Pardon, j'ai dit CNRS, c'était CERN. Pas très grave. Et dans le cristal scintillateur d'orthosilicate de lutécium, qui fait partie du calorimètre électromagnétique du CMS, qui est dans l'accélérateur des particules, le LHC, tout le monde sait ça. Donc en fait, l'accélérateur des particules qui fait se rencontrer des protons à la vitesse de la lumière,
c'est assez sympa, tout le monde connaît. Dan Brown a fait un bouquin sur l'antimatière qui se passe au CERN. Mais en fait, moi, comme j'ai mis 6 mois pour avoir 2 heures d'entretien pour aller au CERN, je me suis dit, je vais faire plus simple. Et comme il y a beaucoup d'éléments très, très science-fiction, quoi, rien que le cristal scintillateur qui existe vraiment, qui fait partie de ces matériaux qui permettent de photographier une collision de particules, rien que ce matériau-là suffisait à écrire un roman. Voilà. Et il y a des tonnes de romans à faire avec un matériau, un supraconducteur du CERN ou un frigo. Enfin, comme ils engloutissent 3 fois la tour Eiffel dans le sous-sol pour photographier un truc de la taille infiniment petit. C'est très générateur, c'est pas besoin de trouver. Après, voilà, le matériau existe vraiment. Après, c'est dans la deuxième partie du livre, ça commence à partir un peu en sucette parce qu'en effet, l'expérience a mal tourné. Ça, c'est fictif. Voilà. Mais j'ai quand même assez travaillé pour savoir comment est-ce que je... Voilà, mais ça qui est intéressant dans le travail de romancier, c'est qu'on a des choses de base. Et comment est-ce qu'après, nous, on s'autorise de faire d'un matériau qui est un matériau, en effet, extrêmement précieux, extrêmement cher, extrêmement fascinant, quelque chose qui part vraiment dans quelque chose de nocif, dans quelque chose qui rend addictif, quelque chose qui ouvre du coup des portes métaphoriques dans les personnages et des émotions. Alors cette façon d'ouvrir les portes avec un matériau a priori exogène, avec un matériau qui n'appartient pas nécessairement au roman, c'est quelque chose qu'on retrouve, me semble-t-il, un peu chez toi, Denis, avec la psychanalyse. Le père est psychanalyste. Tu montres, alors sans trop déflorer, mais tu montres que c'est peut-être pas un psychanalyste extrêmement fiable, en tout cas dans ses rapports avec ses patientes, et ses jeunes patientes. Et voilà, je me posais un petit peu la question, la psychanalyse est quand même un art de la parole, ou en tout cas un art de laisser parler. Le roman est aussi un art de la parole. Quel intérêt tu as pour la psychanalyse ? Est-ce que ça t'intéressait de mettre un personnage de psy parce que laisser parler, ça peut être le lieu de la révélation ? Est-ce que tu as un intérêt plus marqué peut-être pour cette discipline ? Alors, pas du tout. Je n'ai jamais fait d'analyse. Alors, je suis pas sûr. Il est psychanalyste, il n'est pas psychiatre aussi. Je pense qu'il est psychiatre parce qu'il lui donne des médocs. Donc, à mon avis, il est psychiatre et psychanalyste, mais il faudrait que je relise mon roman. Je ne suis pas certain. Mais en fait, j'ai un intérêt, pas en tant que patient, pour l'analyse, mais c'est vrai que je me suis rendu compte. D'abord, j'ai pas mal de psy dans mes romans. Enfin, en tout cas, dans le précédent, il y en avait un qui était le personnage principal, mais qui était fou et qui était enfermé dans un asile. Donc, j'avais un peu déplacé le problème, mais c'était pas un vrai psy. Mais ce qui me fascine, en fait, dans la thérapie, donc, comme tu disais, c'est la parole, c'est qu'au fond, il me semble, mais peut-être qu'un psy, s'il y a un psy dans la salle, peut-être qu'il pourra me répondre, il me semble que la thérapie est c'est une manière, c'est une tentative de ramener le patient à une certaine forme de vérité. Il y avait une série que j'ai beaucoup aimée, alors je vais la citer parce que c'est pas de moi, qui s'appelle Poupée russe, et le personnage de la psy dit qu'elle s'efforce auprès des patients à leur rappeler à quel point ils sont des narrateurs indignes de confiance. Alors c'est vrai, ça paraît comme ça très théorique, mais le narrateur indigne de confiance est le jeu, donc le personnage qui dit je, moi j'en utilise tout le temps dans mes romans, et qui ment. C'est-à-dire je raconte une histoire, mais le lecteur au fur et à mesure se rend compte que je ne dis peut-être pas toute la vérité pour des raisons, par exemple comme je ne vais pas trop défleurer, mais le meurtre de Roger Ackroyd, qui est un grand livre d'Agatha Christie qui a vraiment bouleversé la manière de raconter des histoires à la première personne parce que le narrateur est indigne de confiance. Bref, je reviens à la thérapie. Et donc, quand on est en thérapie, le psy n'a de cesse de rappeler au patient, d'essayer de lui faire dire la vérité, parce que le patient est tout le temps dans le mensonge, au fond. Il ne dit jamais la vérité. Et l'auteur, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que nous, on passe notre temps à écouter les autres, à se nourrir de leur vie, mais on n'est pas là forcément pour leur apporter une solution. On n'est pas là pour les soigner. On les écoute, mais plutôt parce qu'on a envie de voler leur vie, de voler des bouts de leur existence et de les glisser dans nos romans. Donc on a un rapport très différent, mais je pense que toi, ça t'arrive aussi. Les gens n'ont de cesse de venir nous parler quand on est écrivain et de raconter leur vie, de dire j'ai une histoire incroyable à te dire, peut-être que ça deviendra un roman. Et je me sens très souvent un peu psy malgré moi.
dans ma vie d'écrivain. Donc j'aime bien avoir l'illusion de créer des doubles personnages qui seraient psy et qui pourraient éventuellement aider des patients, mais à chaque fois, ça me rattrape et mes psys soit ils sont fous, soit ils manipulent leurs patientes, soit ils couchent avec elles, soit ils sont de mauvais pères. Donc voilà, je pense que j'aurais été aussi un mauvais psy. Je pense. Enfin, j'aurais été un psy indigne de confiance. Donc, pour être un écrivain, il faut être un psy pervers, d'une certaine façon. En fait, il faut être empathique, c'est-à-dire réussir à se mettre à la place des autres. Éprouver ce que les autres éprouvent, mais il ne faut pas être sympathique forcément. Les écrivains, nous, on est éminemment sympathiques et très gentils et très doux, et les gens aiment beaucoup passer du temps avec nous. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, on n'a pas vraiment d'état d'âme. C'est-à-dire quand quelqu'un nous raconte une histoire intéressante ou quelque chose qui pourrait nourrir notre écriture ou nos personnages, on leur pique sans forcément leur demander leur avis. Et quand on fait de la fiction, c'est encore plus génial parce qu'on leur dit toujours « mais non, j'ai transformé, c'est pas du tout ce que tu m'as raconté ». En autofiction, c'est plus compliqué. Mais on a de cesse de vampiriser les autres. Donc on n'est pas toujours peut-être aussi sympathique. En fait, il y a un truc qui est assez flippant quand même aussi, c'est qu'on vampirise énormément les autres et pas forcément sur ce qu'ils veulent eux qu'on vampirise. Parce que quand vous racontez quelque chose à un écrivain en disant c'est une histoire extraordinaire, en fait peut-être qu'il va prendre votre manteau ou la manière dont vous racontez, la manière dont vous dites les choses ou votre chien qui vous a une relation bizarre et pas du tout l'histoire extraordinaire qui vous est arrivée, donc c'est très dangereux. Mais moi, ce qui m'a aussi frappé, ce qui est un peu désagréable, c'est que en fait, le bouquin te psychanalyse. Enfin, dans le sens, toi, je sais que tu es fou, j'ai toujours su, parce que ton chat parle. Mais moi, je vois tous les personnages que j'ai inventés, à part un ou deux, il y en a 5 ou 6 en fait, où ils sont tous moi en fait. Tout est moi. Et pourtant, il y a un inspecteur du travail catholique alcoolique, il y a une journaliste scientifique très, un peu brutale, enfin, très indépendante, on va dire, mais qui est atteinte de disparationnite comme moi. Il y a la scientifique qui offre une projection de l'écrivain. Il y a un libraire qui... Et en fait, les gens qui me connaissent me disent, en fait, c'est tout toi, partout. Et mon premier roman, c'était une vieille folle qui était enfermée avec des bouquins. En fait, j'avais 27 ans, mais c'était quand même moi. Enfin, et donc ça c'est... Je ne sais pas si c'est très intéressant pour vous, mais pour moi, c'est flippant. Voilà. Ça en dit long justement sur le thème qui nous réunit ce soir, c'est-à-dire sur la question de l'amour, puisque il y a aussi... Oui, parlons d'amour. Non, mais justement, il y a cet amour... amour... Là, ça prend une vieille psychanalytique. Non, il y a cet amour de soi, c'est là où je veux en venir avec la psychiatrie, analyse, etc. On retrouve dans ce que vous avez décrit là, cette espèce de fragmentation dans une multitude de miroirs, à la fois peut-être cette conviction de Paul Valéry que l'écrivain ne se connaît jamais vraiment, et peut-être qu'il se sert de ce qu'il écrit pour chercher à se connaître. Est-ce que tu dirais ça après vous êtes rendu compte qu'une bonne partie de vos personnages étaient vous-même? Est-ce que vous avez l'impression que Le Cristal Scintillateur, c'est peut-être aussi votre livre? Non, c'est la compacteuse, c'est l'écriture, mais ça, c'est un autre débat, chacun y voit ce qu'il veut. Non, après, c'est juste que du coup, moi, ça confirme la conviction que j'ai en termes de position littéraire, dans le sens qu'on partage avec Denis, même si ce n'est pas du tout un absolu. C'est que je ne suis pas très portée sur l'écriture de moi, enfin l'écriture de soi. Je veux dire, tous les trucs de l'écriture de soi, même si j'étais pétrie de Annie Ernaux, et il y a plein de livres qui sont très importants dans l'écriture de soi. Nous, on défend plutôt la fiction comme puissance de l'imaginaire et comme art d'une civilisation, d'écrire des histoires sur ce qui se passe aujourd'hui et d'écrire des histoires qui racontent ce que nous avons dans la tête de manière métaphorique, en faisant des histoires. Donc, toi, tu travailles pas mal la parano. Là, moi, je propose une histoire d'amour qui se passe aujourd'hui. Comment, entre deux personnages consentants de 40 ans, essayer d'écrire une histoire d'amour aussi sans rajouter des choses sur l'érotisation, la domination masculine. Enfin, faire des fictions pour aujourd'hui. Parce que, de toute manière, même si on écrit un bouquin dans c'est de la fiction, c'est une histoire, de toute manière, on a beau penser qu'on a mis dans un alambic plein de choses et qu'après ça fait un roman quand on distille longtemps, et bien en fait l'alambic il a beau être en verre, il vous a attrapé vous aussi. Donc de toute manière on est dedans. Donc pourquoi écrire des romans sur soi alors que de toute manière on est dedans même quand on écrit des trucs complètement dingues qui se passent au CERN. Donc ça ne fait qu'on conforter le fait que c'est pas la peine d'en rajouter dans l'ego, voilà, puisque de toute façon on se fait attraper, quoi. Voilà.
Mais parlons d'amour. C'est une saine précaution, ne pas s'aimer trop soi-même, justement. Donc on en revient à l'amour. Bah, disons que moi, je trouve que mon but, moi, c'est pas de m'exprimer. Enfin, j'ai besoin d'exprimer des histoires parce que de manière moins psychopathique que toi. Je suis traversée par des histoires que j'ai besoin d'exprimer et j'ai la chance de pouvoir les exprimer en étant édité, ce qui est quand même un plaisir important de l'expression de soi. Mais mon but n'est pas le but de m'exprimer moi. Enfin, pour le but de faire un roman, c'est que le roman soit dévoré. Voilà. C'est pas que j'ai parfaitement exprimé ma personnalité, ni même que j'ai parfaitement exprimé ou prouvé mon intelligence. D'ailleurs, Proust disait il faut pas être trop intelligent pour écrire des romans. C'est pas un exercice d'intelligence. On n'est pas à l'université. On écrit un roman pour qu'il soit dévoré et qu'il serait même très éloigné. Il n'est jamais éloigné de nous, mais c'est pas la question de m'exprimer moi. Si je veux m'exprimer moi, ben, je parle à la personne qui partage ma vie ou à un psy. Je te montre comme suis. Vois ton chat. Alors justement, cette question des... Alors, j'y reviens, j'insiste un peu sur la question. On est sur la question du sujet là. Et la question du sujet, donc, si la fiction a cette espèce d'étrange miroir qui reflète, sans la refléter complètement, mais de façon métaphorique, l'environnement sociologique, de l'actualité, etc., dans lequel on vit, parfois, on peut avoir tendance, ou on pourrait avoir peur de se faire écraser par cette image. Alors, ce que je veux dire par là, de manière un peu sibylline, c'est une question pour toi, Denis, c'est que, très précisément, une des formes que prend l'amour dans ton livre, forme déviante s'il en est, c'est celle du harcèlement. Alors le harcèlement par texto de Barnabé, le harcèlement, donc harcèlement moral, c'est un thème qui malheureusement est un thème qui fait couler énormément d'encre en ce moment. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, tu n'as pas, il est également question, peut-être à un degré moindre aussi, de violence conjugale dans le livre, à propos d'un autre personnage, un certain Damien d'ailleurs. Et donc voilà, je me demandais, est-ce que parfois tu n'as pas l'impression, ou tu n'as pas la crainte, fût-elle diffuse, que de tels sujets, des sujets aussi lourds, pourraient nuire un peu à la qualité fictionnelle de ton livre? Alors, je vais à nouveau répondre par le genre, puisque voilà, ça reste quand même un livre policier qui répond à un certain nombre de codes. De toute façon, le thriller, par essence, est un genre paranoïaque. C'est le genre où le personnage principal est suivi, il est épié, personne ne la croit. En général, c'est une femme. Personne ne la croit, et ensuite il y a une enquête policière, etc., etc. Donc c'est un genre paranoïaque, c'est un genre violent, qui parle de la violence, qui parle de meurtre, et c'est un genre, si on veut bien le faire, si on veut le colorer un peu socialement, parce que vous savez, il y a c'est un peu la tarte à la crème quand on parle de polar, le polar est le seul genre à pouvoir exprimer la société telle qu'elle est aujourd'hui. Alors oui et non, on peut écrire un polar de manière très basique, avec une enquête, une résolution, mais c'est vrai que comme il décrit la violence, et le thriller domestique parle de violence domestique, tu parlais de la violence conjugale, de toute façon, je suis obligée de passer par là. J'ai envie de dire, et en plus je vis dans un monde évidemment violent. Le harcèlement est quelque chose qui m'a beaucoup, j'aurais bien pas à le dire, qui m'a, j'allais dire, intéressé, non, que j'ai vécu moi. Alors c'est le harcèlement scolaire. Il y a plusieurs choses parce que c'est un livre sur le harcèlement. Donc, il y a un personnage qui est harcelé à l'école. Donc, moi, j'ai vécu ça quand j'étais plus jeune. Je ne pensais absolument pas que ça allait revenir comme ça dans l'actualité parce que je pensais très naïvement que ça avait disparu. Pas que ça avait disparu, mais que ça s'était amélioré, qu'il y avait plus d'écoute. J'étais éminemment déchirée quand j'ai appris que voilà, il y avait encore des jeunes qui se suicidaient parce qu'ils étaient harcelés scolairement. Et ça, c'est une partie du livre, mais que j'avais absolument pas vu venir par rapport à l'actualité. Et sinon, comme tu le dis, oui, c'est un livre qui parle de harcèlement sous toutes ses coutures. Les hommes qui harcèlent les femmes, les maris qui harcèlent leurs épouses, les fous qui ne sont pas soignés, qui harcèlent leurs victimes. Il y a de l'humour quand même dans ce livre, parce que là, j'ai l'impression d'être complètement... C'est écrit avec quand même avec humour, hein, tout ça, ce qui paraît dingue, mais c'est possible. Mais je veux dire, parce que là, en effet, tu es en train de... Je suis en train de plomber tout le monde. Non, pas plomber tout le monde, mais tu es en train de dire que ton livre est terrible, alors qu'en fait, c'est un livre hyper drôle, et surtout, ce qui est très fort,
c'est que même s'il y a tout ça, mais de manière comme une enquête en fait, puisqu'au bout d'un moment, quand on a compris le système, on passe d'un personnage à l'autre, et puis après c'est un peu une spirale infernale, on peut plus s'arrêter. Et enfin, moi je suis pas très lectrice de romans policiers parce que ça m'intéresse pas de savoir qui a tué qui, mais ce qui m'intéresse c'est dans la tête des gens. Mais en fait c'est très drôle, et on n'est pas, en fait tu arrives à nous faire circuler tout ça, mais de manière hyper narrative, c'est-à-dire on cherche vraiment la clé de tout ça, de manière assez jouissive. Et on arrive à être du côté des méchants autant que du côté des prétendues victimes. Et notamment le personnage de Barnabé, qui est quand même assez génial, donc il rentre chez ses parents, et ses parents n'ont pas du tout envie de le voir. Donc ça, c'est les traits de Denis Michaelis, c'est-à-dire les parents ne sont pas gentils, en fait, avec leurs enfants. Il y a des grandes maisons comme ça, le jardinier... Et en fait, c'est quand même, oui, en effet, Erotoman, c'est pas dit, on voit qu'il a un gros problème, il entend des voix, mais on finit par être de son côté. Et il y a une scène terrible où quand les parents lui font prendre son traitement, en fait, on est avec lui, on n'a pas envie qu'il devienne normal. Et tu nous déplaces sur savoir qu'est-ce qui est normal, en fait. C'est ça. Est-ce que la société dans laquelle on veut le mettre est si inviable que ça? Et donc, en fait, c'est peut-être ça qui est toujours ton côté un petit peu de folie, où on se retrouve, mais c'est ça qui est chouette dans la lecture, à adhérer à un personnage qui, en fait, à la base, était présenté comme un mec très dangereux. Et on a envie de pleurer quand on le force à prendre son traitement, sa piqûre, avec ses parents autour. Voilà. Et avec en plus les pommes d'amour qui finissent par avoir un rôle assez terrifiant, quoi. Voilà. On n'a toujours pas parlé d'amour, ou très peu. Non, mais alors, si je peux en caser une, je vais peut-être essayer une question. Vous me pardonnerez, une dernière question pour Denis, après je vous laisse la parole, hein, promis. Non, juste, revenons, si vous voulez bien, juste une minute de sérieux glaçant, et après je vous laisse refaire votre petit numéro, mais je dis ça en toute amitié. Hein. Et on a parlé un peu de harcèlement, mais ce qui est très intéressant, c'est aussi la façon dont tu utilises, ou plutôt dont tes personnages utilisent ces discours très graves. Tu parles de harcèlement scolaire. Sans rien déflorer, la personne qui parle du harcèlement scolaire ment un peu là-dessus. J'en dis pas plus. La violence conjugale, elle est invoquée par un personnage, mais ce n'est peut-être pas la question, quoi. Il y a autre chose. Donc on a l'impression aussi que face à ces discours, tout en reconnaissant la gravité de ce qu'ils désignent, tu es aussi très conscient du fait qu'ils peuvent être des objets de manipulation, des prétextes, bref, et c'est un petit peu comme si tu concevais aussi le roman comme à la fois tu parlais du genre, donc quelque chose qui nous entraîne dans une parano, mais en même temps une espèce de méfiance envers tout ce qui serait discours d'élucidation, d'explication, etc. Comme s'il y avait, je sais pas, méfiance, ironie. Oui, parce que d'abord, je lis évidemment beaucoup la presse, je me suis beaucoup intéressée au mouvement MeToo qui affleure un tout petit peu aussi dans le livre, une réflexion sur aussi qu'est-ce qu'être une victime aujourd'hui. Et c'est vrai que ce sont des discours qu'on n'a pas forcément le temps d'exprimer dans des sociétés qui évoluent et qui doivent évoluer absolument, comme justement en parlant de la violence conjugale, qui est quand même une des premières raisons de mortalité en France. Hein, quand on regarde même les chiffres au ministère de l'Intérieur, c'est d'abord la violence conjugale qui tue, hein, les homicides, sans parler évidemment du harcèlement, sans parler de la manipulation mentale, sans parler des viols, etc., etc. Pardon, je vais encore vous plomber 2 secondes. Mais c'est vrai que, et ça, on n'a jamais cet espace de discussion, que ce soit dans la presse, dans les médias ou même entre nous. Et le roman, en tout cas, il me semble, hein, permet de parler d'ambiguïté. Il permet d'être ambigu, il permet de présenter des personnages qui seraient à la fois victimes et bourreaux, ce qui est quand même compliqué dans la vie de tous les jours, parce qu'il faut être l'un ou l'autre, mais ce qui est aussi nécessaire. Et donc j'arrive comme ça, j'essaye dans le roman d'explorer, l'ambiguïté des personnages, mais c'est à ça que sert le roman. On n'est pas là pour être forcément poli, on n'est pas forcément là pour être politiquement correct. On peut rire de choses très très graves dans un roman. C'est compliqué de rire de choses graves parfois dans la vie, parce que c'est pas le moment, parce qu'il faut agir, parce qu'il faudrait agir politiquement un peu plus d'ailleurs. Mais dans le roman, c'est cet espace de liberté-là. Et c'est celui que j'ai choisi pour m'exprimer. Et ce, à travers une attention
une attention vraiment soutenue à des questions qu'on pourrait appeler de rhétorique, la façon dont on parle, ou des jeux d'ironie. À un moment, Barnabé s'exclame « J'ai arrêté mon traitement, je suis extra lucide, je suis extra lucide ». Bon, je t'en fous qu'il est extra lucide, enfin, il ne l'est pas du tout. Donc là, je donne un exemple un peu criant, mais il y a cette façon-là qui, à la fois, fait rire. Donc on en revient à cette idée que le roman, malgré tout ce que tu peux dire, tout ce que tu peux en dire est drôle. Et voilà, cette espèce d'intelligence dans l'examen des discours, et notamment des discours amoureux ou sur les déviances de l'amour, comme le harcèlement, etc. Et juste pour parler du discours amoureux, l'idée c'était aussi, alors c'est là où je crois que je me différencie de Sophie, c'est que moi je voulais aussi écrire, enfin c'est pas que je voulais écrire une histoire d'amour, j'étais pas partie pour écrire une histoire d'amour, je voulais écrire un thriller, un polar, et c'est à la suite d'une discussion avec un psy où je lui décrivais mon personnage et il me dit c'est sûrement un érotomane. Je dis ah bon, qu'est-ce qu'un érotomane? Donc il m'explique un amoureux fou, etc. Je lui dis tiens, ce serait peut-être le moment de parler d'amour, parce que tous les auteurs veulent parler d'amour. On veut tous écrire un grand livre d'amour. C'est quand même, bien sûr, hein, tous les auteurs. Tu voulais écrire une histoire d'amour, tu l'as fait. Bah alors, on est d'accord, on est d'accord. Mais je n'arrivais pas à l'exprimer de manière directe. Donc j'ai pris un personnage d'érotomane, mais ce que lui exprime lors de grands monologues sur la force de l'amour, et je ne vais pas pouvoir paraphraser parce qu'il le dit beaucoup mieux que moi, j'ai envie de dire, c'est un discours que je trouve assez beau, je trouve assez joli ce qu'il dit sur l'amour, mais c'est dans la bouche d'un fou. Donc on en revient à cette ambiguïté et à ce double discours. Je suis incapable de toute façon, je suis incapable de parler au premier degré. Enfin, si, quand même, là, je le fais. Mais je ne peux pas parler d'amour au premier degré. C'est très compliqué. Donc, je le dis dans la bouche d'un fou. Alors, justement, ça m'amène à ma question suivante, qui va être pour Sophie Divry. Alors, je lis un tout petit passage, ensuite j'en viens à ma question. Elle, c'est Maya, qu'on a évoqué tout à l'heure, elle détestait la mort et l'idée il, Sébastien, et l'idée qu'il meurt en particulier. À cette simple pensée, une rage la parcourait, qui lui donnait la force de se battre, mais aussi l'envie de l'embrasser, d'être nue contre lui, pour qu'au moins dans un dernier spasme, la vie triomphe. Bon, il y a des raisons, j'allais dire, il y a des raisons qui tiennent à l'intrigue pour tout ça, mais si on réduit ces phrases, on peut dire que c'est la question voilà, de l'amour et de la mort, de l'amour triomphant de la mort, de l'amour voulant triompher de la mort. Et moi, je me posais une question, et c'est un peu ce qu'a dit Denis infiniment mieux que moi, c'est comment parler d'amour sans tomber dans le premier degré ou les clichés. Par exemple, quand on lit l'amour et la mort, comme dans les quelques mots que je viens de lire, comment en parler sans tomber dans un énième recyclage de la vieille lune romantique, de l'amour et de la mort. Ou alors, pour poser la question autrement, est-ce que vous êtes posé la question, est-ce que vous êtes dit, là, je m'aventure sur le terrain des clichés, comment je vais faire pour m'y prendre, pour les prendre? Alors, plusieurs choses. Ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai voulu écrire une histoire d'amour et j'ai écrit un thriller, alors que je voulais pas écrire un thriller. Toi, tu voulais pas écrire une histoire d'amour, c'est bon. Vous voulez écrire un livre à 4 mains? Non, parce que moi, j'ai écrit le thriller qui est dans le bouquin, dans l'enquête sur le cristal scintillateur, pour mettre en mouvement les personnages, et parce qu'il fallait qu'ils soient pris ensemble dans une quête commune qui les rapproche. Et ça met aussi des obstacles et des dangers, une ironie dramatique, parce qu'il y en a un qui est en danger sans le savoir, et l'autre le sait, et va chercher à plus ou moins le sauver ou se mettre en quête ensemble. Et c'est l'enquête, enfin c'est plus une enquête qu'une histoire policière, parce qu'il y a un flic. Mais, moi, je n'ai rien à dire sur l'amour, enfin je ne suis pas Mona Chollet, ça se voit, et je n'ai pas de trucs à dire, comme Houellebecq sur les pauvres petits blancs qui n'ont plus l'accès au... J'ai voulu écrire une histoire d'amour, mais sans... Alors, il y a la question des clichés, c'est une chose, mais aussi, je ne savais pas... je voulais écrire une histoire avec juste ce souci de ne pas faire un truc plein de clichés au niveau homme-femme. Mais ça, j'ai pas, sans faire non plus un truc hyper féministe, juste faire attention à que l'un ne soit pas plus âgé, plus grand, plus riche que la pauvre fille qui attend qu'on la regarde pour qu'elle existe. Mais ça, c'est pas très difficile quand même de faire une histoire à peu près démocratique, en fait. Mais après, je me suis rendu compte après coup, c'est toujours le problème quand on lit son livre après, on se rend compte de choses qui sont dedans, qui sont des fois un peu terrifiantes ou là plutôt sympas. C'est qu'il y a plusieurs conversations sur l'amour, plusieurs manières d'exprimer l'amour, et aussi l'amitié, il y a aussi l'amour familial.
Il y a l'amour de Dieu, parce qu'il y a un personnage qui est chrétien et qui, au début, il y a une conversation avec un curé. Et finalement, peut-être que j'ai voulu faire un livre sur l'amour pour sortir de mes personnages solitaires sur leur planète Mars toute rouillée. Mais en abordant ce thème, comme moi-même je cherche dans ma vie et comme on cherche nous aussi à affronter ce problème ou cette joie de manière ouverte et en bricolant, en fait. Et ce qui permet d'éviter les clichés qui, je pense, même si il y a un plaisir à voir les personnages ensemble à un moment donné, à donner au lecteur ce qu'il a attendu, parce que vous attendez un petit peu, parce que c'est pas drôle si vous n'êtes pas un peu frustré, donc le bouquin il fait 500 pages, donc il faut mettre en place le fait qu'à un moment donné, il y a l'avènement de ce qu'on attend, et donc il y a certains lieux communs que je vais essayer de visiter de manière pas trop bête, pour que, en effet, tout en vous donnant ce que vous cherchez quand même, tant qu'à faire, ça soit écrit comme c'est écrit au XXIe siècle et pas qu'on relise quelque chose qui a été écrit 100 fois. Et c'est là qu'on arrive, en effet, si les personnages sont bien travaillés et qu'on n'a pas une vision unique, à écrire des scènes d'amour qui soient pas originales, mais en tout cas qui vous parlent à vous aujourd'hui, plutôt que quelque chose qu'on pourrait relire partout. Mais la question des clichés, c'est, de toute manière, en tant qu'écrivain, on est souvent affronté on ne réinvente pas la littérature tous les jours. Il n'y a pas des révolutions esthétiques tous les jours en littérature. Sinon, on aurait fait de l'art vidéo, ou un art qui est un peu plus jeune que la littérature, surtout francophone. Donc, du coup, on s'affronte souvent à des choses qui ont déjà été écrites. Donc ça, c'est question de comment on l'aborde. C'est tout un travail, en fait, d'arriver à trouver chaque fois une petite voix ou originale ou un petit peu différente. Vous pouvez donner un exemple d'une des voies que vous avez trouvées, par exemple? Non, mais par exemple, la première rencontre, là, la vraie rencontre, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il va lui dire, comment ils vont parler, en effet, et notamment le fait de vouloir faire quelque chose où l'homme ne soit pas supérieur à la femme, pour dire très vite, et que la femme n'attende pas un homme supérieur, je veux dire, permet d'obliger à une certaine égalité dans la conversation. Donc les femmes aussi, les femmes vont parler science et les garçons vont parler d'amour. De revisiter des moments comme ça. Quand les filles vont parler d'amour, quand même, parce qu'il y a un personnage, le personnage féminin, voilà, n'est pas disponible affectivement. Et c'est le personnage masculin qui est disponible, lui, sentimentalement. Ce qui est une légère inversion des catégories clichés. Voilà. C'est le personnage féminin qui va essayer de secourir l'autre plutôt que ce soit le prince charmant qui secourt. Voilà. Et puis quand on fait une scène de sexe, qui est toujours très difficile, non, tu n'en as pas fait, tu vois, c'est vraiment difficile. Tu les fais vraiment mieux. Non, elle fait de très bonnes scènes érotiques. Déjà dans Le Diable sorti de la salle de bain, je me rappelle d'une scène, mais je ne vais pas la décrire parce que en plus c'est jamais vulgaire, c'est très charnel. Et c'est pas du tout... Non, franchement, au niveau érotique... Et dans les scènes... un bon livre érotique, un bon livre avec des scènes explicites. Achetez Sophie Divry. Mais merci. Quel agent. C'est génial. Non, mais c'est vrai que c'est difficile les scènes de sexe, parce que où on dit vagin, érection, et ça fait médical, ça fait affreux, où on dit étreinte, océan, et là c'est ridicule, quoi. Donc il faut trouver le truc, en même temps on dit ce qui se passe, mais par exemple dans les scènes de sexe, il faut qu'on continue à avoir un intérêt émotionnel pour ce qui est en train de se jouer dans cette scène de sexe comme telle quelle, parce qu'au fond on ne fait pas toujours l'amour de la même manière, et la manière dont on fait l'amour veut dire quelque chose et fait évoluer l'histoire, et c'est pour ça qu'on l'écrit, parce qu'en fait souvent au cinéma, quand ils font l'amour, on coupe, parce que c'est mieux pour comme ça, c'est pas classé, il n'y a pas de problème de censure ou de classement des films, mais aussi parce que de toute façon là ils font l'amour, c'est pas intéressant en fait de filmer, l'important c'est que le spectateur sache que ça y est, c'est fait. Et après on passe le lendemain, oh là là, elle a la couverture ici, voilà. Et moi si j'écris la scène de sexe, c'est parce qu'elle veut dire quelque chose émotionnellement, et que je veux vous faire avoir une émotion qui n'est pas juste une émotion qu'on a à une seule main, c'est juste qu'on continue le mouvement où on suit les personnages dans leur chemin, là vers l'amour, l'un vers l'autre. Mais on peut très bien faire l'amour sans être vraiment ensemble, ou en étant ensemble. C'est vrai que c'est particulièrement risqué, pas seulement parce qu'on risque de ressasser du cliché, de faire une espèce de psittacisme servile de ce qui a été déjà fait 1000 fois, mais c'est le risque du ridicule aussi. Il y a un prix anglo-saxon, je crois, sur la scène de sexe la plus ridicule. Alors,
C'est vrai que le prix est un petit peu biaisé dans la mesure où il présente les extraits totalement coupés de leur contexte narratif. Donc, il y a beaucoup de choses qui paraissent ridicules. Parfois, même en poésie, n'importe quel vers détaché de son contexte peut ressembler à ce qu'on lit dans, je sais pas, dans le métro ou je sais pas où. Mais là, quand même, il y a aussi le risque du ridicule. Et une brise du ridicule qui peut être tournée en humour. Mais il y a une littérature qui ne craint pas le sexe, qui ne craint pas l'érotisme, même la pornographie. C'est la littérature ultra violente que lit un de tes personnages, Denis. Il y a un personnage de flic qui lit des livres des polars pervers. Ce qui amène, on en revient à la perversité. Voilà, et ce qui amène une question sur mes lèvres que je brûle de te poser. Est-ce que tu es toi-même lecteur de cette littérature trash, polar, de gare Ben non, si elle existait, je serais lecteur, mais elle n'existe pas. C'est-à-dire que, non. Moi, j'ai inventé. Les vieux SAS. Alors, SAS, alors je lis des SAS, j'en ai quelques-uns, mais alors c'est quand même autant c'est plutôt bien écrit, autant c'est un tout petit peu trop misogyne, homophobe, violent, hétérocentré, machin, etc. Donc j'ai un peu du mal à m'y retrouver. Donc j'ai inventé une sorte un mélange de SAS, de thriller, un tout petit peu queer sur les bords. Et en effet, il y a un des personnages principaux, du roman, qui s'appelle Thomas, qui est un policier municipal. National, c'est alors important. Oui, parce qu'il est frustré, parce que la frustration est au cœur de mes personnages. Il est frustré, il veut découvrir la vérité, et il est très solitaire, et il vit dans un petit pavillon, et il s'enferme tous les soirs, et il alterne entre joint, herbe, bière, kebab, et ces romans immoraux que je résume dans le livre que j'ai totalement inventé. Et oui, c'est un peu la poupée russe du livre. C'est un livre dans le livre dans le livre. Donc c'est encore une petite histoire que j'avais en tête, qui m'est venue et que j'insère dans le récit. Mais ouais, j'aimerais bien lire ce genre de roman. Mais comme je suis frustrée, je les invente. Mais là, tu les inventes, j'allais dire, en creux, en négatif. Tu pourrais les inventer véritablement, nous les donner à lire. Si un éditeur dans la salle qui voudrait publier du roman violent, amoral, pervers, avec des tueurs en série qui regardent des hommes torturés dans des cages, dans des... C'est du snuff novel, quoi. Je veux bien, venez me voir. Si vous osez. Tu devrais peut-être faire une psychanalyse, finalement, non, tu crois? Non, je vais très bien. Après, juste pour finir sur la psychanalyse, mais j'avais déjà utilisé cette image il y a très longtemps ici, donc les gens ne s'en souviennent plus. C'était il y a 10 ans. Donc on n'a pas regardé. Non, on parlait de psychanalyse. Tu disais, est-ce que finalement la littérature est une analyse, etc. Moi, j'ai longtemps réfléchi à la question parce qu'on nous la pose beaucoup, évidemment. Est-ce qu'écrire vous aide? Est-ce qu'écrire est une forme de thérapie? Mais je pense, pour en revenir à ce qu'on disait sur ces formes d'excroissance, que tous les personnages seraient une forme d'excroissance de nous-mêmes, et aussi sur le fait qu'on se nourrit beaucoup de la vie des autres, je dirais que l'écriture, ça ressemble plutôt à une forme de, j'allais dire presque de thérapie de groupe. C'est-à-dire on commence par soi, on commence par essayer d'exprimer quelque chose qui nous est arrivé de manière intime, et peu à peu d'autres patients arrivent, et d'autres patients s'expriment, et d'autres patients disent « mais moi aussi j'ai vécu ça, raconte mon histoire », et on finit par créer un lien. Parce que c'est comme ça, écrire. Enfin, faire de l'art, c'est quand même créer un lien avec l'autre. C'est aller vers l'autre. Donc si on veut aller vers l'autre, il faut s'intéresser à l'autre, il faut l'écouter. Ou alors on crée un lien entre toutes les voix qu'a l'auteur en lui-même. Ça, c'est une autre question. Enfin, tu disais que tu étais multiple tout à l'heure. Voilà. Mais alors, j'aimerais revenir, passer un peu du polar trash et aller vers les cimes un peu plus nobles et raréfiées de la poésie, et parler des images, et notamment de l'image centrale de votre livre, Sophie d'Ivry, cette compacteuse qu'on a évoquée de manière peut-être un peu sibylline pour les gens qui n'ont pas lu le livre tout à l'heure, qui occupe le centre du livre, qui a un objet réel, dont vous allez peut-être dire deux mots très rapidement, un objet réel, mais qui, me semble-t-il, joue aussi le rôle un peu de la locomotive chez Zola, c'est-à-dire de l'alambic chez Zola aussi, c'est-à-dire le rôle de l'image fédératrice, puisqu'elle a à la fois ce qui peut ouvrir au néant, ce qui peut ouvrir à l'amour, enfin, elle assume énormément de choses. Donc voilà, deux questions. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots rapidement, histoire de les situer? Et ensuite, dire un petit peu comment vous l'envisagez dans l'économie générale du texte. Est-ce qu'elle a effectivement cette fonction poétique
que je lui prête ou est-ce que je me fourvoie complètement une fois de plus? Non. La compacteuse, en fait, pour travailler le personnage de Bastien, c'était lui vraiment qui m'est apparu en premier. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il écrit à la première personne, alors que Maya écrit à la troisième personne. J'ai fait beaucoup parler un ami qui est inspecteur du travail. Donc lui, en effet, j'ai écouté sa vie. Et c'est un métier, inspecteur du travail, qui n'est pas très connu. Les gens ne connaissent pas trop, alors que c'est un super métier pour un romancier parce que l'inspecteur du travail va dans toutes les entreprises de son secteur. Il rentre sans demander l'autorisation, sinon ce serait trop simple. Et il demande les contrats de travail des gens, notamment dans les chantiers de BTP, parce qu'il y a beaucoup de morts sur le BTP, parce que c'est aussi en France, il y a 2 morts par jour au travail, enfin c'est monstrueux. Et du coup, du coup Bastien, comme ça, en ayant ce métier, aussi un métier d'enquête, une fois qu'il y a un ATM, un accident du travail mortel, il va faire une enquête, donc ça permet d'avoir un personnage hyper bien. Et en plus, pour vous, lecteurs, vous allez faire ce que j'ai vécu moi, il y a découvrir un métier, et ça fait partie aussi d'un des nombreux plaisirs que peut vous apporter un roman, c'est vous faire découvrir un milieu que vous ne connaissez pas, comme la chasse à la baleine au 19e siècle. Là, c'est l'inspecteur du travail à Lyon. Et du coup, c'est un vrai accident du travail que m'a raconté Yann. Il était dans le Jura, et on appelle, et un homme est tombé dans une compacteuse hydraulique, celle qui fait des balles, là, très très serrées. Et donc, c'est pas très joli, il reste pas grand-chose, quoi. Déjà, c'est comme quand on se suicide sur un TGV et il n'y a plus rien à la fin. Pareil. Et du coup, donc moi aussi, j'ai mon petit côté sombre, tu vois. Et donc, il m'a raconté ça et je sentais quand même qu'un inspecteur du travail n'a pas tant que ça dans la vie, finalement, de moments si durs que ça. Et là, il m'a dit, mais on avait le côté, il est au-dessus de la compacteuse, il est en train de nettoyer la compacteuse, il tombe dedans. Évidemment, c'est en route, mais peut-être que c'est un suicide. J'ai fait, mais sans déconner. Il me dit non, il y a beaucoup de gens qui se suicident au travail aussi. Enfin, en tout cas, c'est une thèse que souvent les gens mettent pour la défense parce que beaucoup de gens se suicident et si vous travaillez dans un endroit où c'est dangereux, vous pouvez vous suicider grâce à votre travail. Voilà. Et donc, je me dis, ça, c'est intéressant. Et du coup, j'ai écrit cette scène qui commence, dans le bouquin, commence comme un roman policier. Il y a le procureur qui est là, un flic. Au début, ça paraît simple. Et après, la compacteuse, donc, est décrite là. Et ensuite, Bastien la voit. Et on sent qu'en effet, que là, j'avais mis en place quelque chose de fantastique. Elle devait donner accès à quelque chose. Et c'est là que j'ai changé après. Mais la compacteuse est restée comme un principe très fort et une machine très forte. Et finalement, ça fonctionne. Donc, Bastien va revenir la voir. Après, tu en parlais tout à l'heure. En effet, moi, je pense qu'au fond... pour faire un gros bouquin, il faut me prendre des gros enjeux. Donc, l'amour, la mort, le bien, le mal. Enfin, j'ai un côté aussi... j'étais pétrie de romans russes aussi. Mais du coup, la compacteuse, évidemment, est un puits de métaphore. Quoi, parce qu'après, selon... moi, je préfère m'arrêter. Mais bon, c'est vrai que je pense que c'est la pulsion de destruction en nous, la pulsion d'autodestruction. Alors que l'amour ou la relation à l'autre... qui nous a été pratiquement interdite ou codée comme mortelle pendant les années Covid. Et je pense qu'il y a un inconscient là-dessus quand j'ai écrit. La relation à l'autre et ce qui nous ramène à la vie, l'espoir et tout ça. Donc c'est assez simple psychologiquement, mais ça permet que le roman a une espèce de chambre psychique, en fait. Mais après, chaque fois que je parle à quelqu'un, ou plutôt un intervieweur me parle, chacun il voit des choses différentes sur... la mort, la famille, la mère comme matrice, l'utérus originel, le capitalisme. Donc c'est très bien, voilà. Mais chacun peut y voir et c'est ça qui est bien, ce que lui le détruit. Moi, je pense qu'au fond, je me suis rendu compte de ça après, c'est horrible. Je pense qu'en fait, c'est l'écriture. C'est-à-dire c'est le gros truc, on met tout dedans et on le synthétise et ça nous broie. Et on est obligé d'y revenir quand même tout le temps, alors que ça nous fait du mal. C'est toujours l'écriture. Ouais. En fait, souvent, les symboles sont toujours l'écriture. Tu te relis beaucoup après? Oui. Enfin, non, me relis. Non, mais je veux dire, c'est une espèce je ne relis pas tout le temps mon bouquin une fois qu'il est fini. Mais je veux dire, c'est une espèce de truc postpartum où tu dis ah oui, mais en fait, c'est ça que j'ai créé, quoi. C'est bizarre quand même. Moi, je le voyais comme une métaphore du suicide, en fait, l'attirance, voilà, tout simplement. Mais moi, j'y ai vu ça. Toi, tu as vu quoi, Damien? Moi, j'ai vu un peu de tout. Ça va du métaphysique à l'ontologique, en passant aussi par le temps, parce que la compacteuse, c'est un peu le temps, et surtout le temps qui nous était imparti pour cette rencontre et qui malheureusement est écoulé. Pas mal, hein? Bravo! Bon, j'aurais au moins repris la parole à la fin.
Bon, en tout cas, voilà, donc vous l'aurez compris, les deux livres sont excellents. Ils sont très drôles, malgré ce que peut laisser entendre Denis par moments. Plus souriant du côté de Sophie d'Ivry, parfois plus franchement drôle du côté de Denis. Ils sont tous les deux très réussis. Donc, lisez-les et repensez ensuite à cette conversation. Merci à vous et merci à vous deux.